Cette semaine encore donc, 50 civils ont été massacrés en Algérie. Officiellement, bien sûr, les responsables de ces tueries sont des terroristes islamistes. Interrogeons-nous pourtant sur le rôle de l'armée, souvent présente aux portes des villages attaqués et pourtant étrangement inactive. Jean-Baptiste Rivoire, tu as retrouvé des survivants de ces massacres. Oui, c'est vrai que quand on écoute les survivants, on se demande si sur certains massacres, je dis pas sur tous, sur certains, les tueurs ne seraient pas en fait des militaires déguisés en afghans, déguisés en islamistes. Les tueurs sont donc bien des barbus, mais il s'agit peut-être de fausses barbes. On regarde ton sujet. Ben Telha, dans une banlieue d'Alger qu'on surnomme le triangle de la mort. Dans ce fief islamiste, les policiers travaillent la peur au ventre. Ils n'acceptent rien de la part des habitants, même pas un verre d'eau, de peur qu'on les empoisonne. Ce sont ces habitants qui avaient massivement voté pour le fils en 91 que de mystérieux assassins ont massacré dans la nuit du 22 au 23 septembre dernier, 200 morts. Officiellement, les tueurs étaient des islamistes, mais les rares survivants du drame évoquent une forte présence militaire aux portes du village le soir du massacre. Appelons-le Ahmed, il a été entendu ces derniers jours par Amnesty International et il est toujours à Alger. Il y avait plusieurs groupes. Oui, Ils ont encerclé Bantara. Les Carlom, ceux qui avaient des clashes. oui, Hein? Ils sont restés postés. oui. Ils étaient postés pour une intervention. Mais s'il y avait, par exemple, parce qu'à la belle très fine, il y a quand même il y a des gens qui ont voulu vraiment intervenir. Parce que les Russes, شكون ما خلاوهمش؟ les autorités ne pas les Ils étaient où les autorités là? Comment ça? Ils étaient juste à l'entrée de Bantara, à l'entrée de notre cité à nous. Oui. Et ils étaient debout, ils voyaient toute la scène? Il faut et tout, bien sûr. Les cris s'entendaient depuis Oui. Il y a beaucoup de gens, il y a des patriotes qui sont venus de Baraké pour intervenir dans le Homs. Oui. Ceux de Longueur, il y avait 6 PTR. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'hélicoptère, tous les jours d'or. Tous les jours d'or. C'est un mec avec des. Je crois que le film avec des infrarouges. Hein? Oui. C'est pour voir ce qui se passe. Avec le jet. Les personnes, c'est du soir à 4 h du matin. Oui. Et ils ont survolé le village, ils sont... Bien sûr, les bombes qui nous se font interrompre. 4 km, 5 km, ils se mettent. Je sais qu'à un certain moment, on a fait passer le boulot, tout le monde criait, les militaires arrivent. Et il y a leur chef, ou je ne sais pas qui c'est, qui leur disait, continuez leur travail, Aïda, Montambo, continuez, les militaires ne viendront pas. De fait, les militaires ne sont pas venus interrompre un massacre qui fera officiellement 85 morts. Au matin, en revanche, ils bouclent le quartier et empêchent la presse de parler aux survivants. Seule la télévision d'État est autorisée à se rendre sur place, mais les témoignages des rescapés l'intéressent peu. Dans ce reportage, aucun survivant n'est interviewé. Au cours de notre enquête, quelque part en Europe, nous rencontrons un jeune réfugié algérien. Il affirme avoir effectué 2 ans de service militaire au sein des commandos parachutistes de l'armée algérienne. Nous le confrontons à des témoignages de survivants des derniers massacres. Tous évoquent des tueurs habillés comme des Afghans, portant de longues barbes et égorgeant à l'arme blanche. Notre témoin tente-t-il de nous manipuler? C'est difficile à vérifier, mais s'il dit vrai, son témoignage est accablant. En mai 1997, il nous a emmenés dans un village au sud d'Alger. Ce jour-là, on s'était injecté avec des seringues les produits qu'ils nous donnent quand on part en opération. Les militaires engagés nous ont positionnés au sommet d'une colline. Ils nous ont dit de ne pas bouger, sauf si on voyait un signal lumineux. Dans ce cas-là, il fallait descendre et les rejoindre. Nous, on n'a pas vu de signaux. Au bout d'un moment, on les a vus remonter vers nous et retirer des barbes. Ils étaient déguisés et ils retiraient leurs barbes. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ils avaient des traces de sang sur leur tenue de combat. Ils étaient armés de couteaux et de haches. Ils n'avaient pas utilisé leurs armes à feu pour rester discrets. Mais tu es sûr que tu les as reconnus? Mais bien sûr, c'est des commandos. Ils sont des nôtres, je les reconnais. Le lendemain, on a commencé à entendre des rumeurs qui disaient qu'on avait tué 28 personnes à cet endroit. Je me suis renseigné pour savoir quand le massacre avait eu lieu. Et on m'a répondu que les gens avaient été égorgés la veille à 3 h du matin. Mais à 3 h du matin, c'est nous qui étions là-bas.
Ce témoignage sur les fausses barbes n'est pas le seul que nous ayons recueilli. Pour être sûr d'éviter toute manipulation, nous aurions voulu nous rendre en Algérie pour les vérifier, mais à ce jour, les autorités n'ont pas répondu à nos demandes de visa. Pour Abdelhamid Brahimi, ancien Premier ministre algérien, une partie de l'armée est bien derrière certains des massacres. Ce sont certains généraux qui sont à la tête de l'armée qui ont ordonné ou disons, commandité ces attentats, ces massacres collectifs pour déstabiliser le président Zerouane. Après les élections législatives de juin 1997 de cette année et les élections d'octobre, 26 octobre, ils vont pouvoir peut-être être remerciés. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils créent ce problème-là pour discréditer le chef d'État. Et chaque fois, je ne sais pas si vous l'avez noté, chaque fois où le président Zerouane ou son Premier ministre déclare que le terrorisme est résiduel, qu'il contrôle bien la situation, c'est là où les massacres horribles se renouvellent et à une échelle vraiment sans précédent. 48 heures avant la diffusion de ce reportage, les militaires algériens n'avaient toujours pas accepté qu'une commission internationale indépendante puisse enquêter sur les derniers massacres de civils commis dans leur pays. Jean-Baptiste, dans ton enquête, tu ne parles pas du fait que les GIA continuent quand même de revendiquer les massacres dans le bulletin Al-Ansar. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un communiqué récent revendiquant ces derniers massacres. Le problème de ces communiqués, c'est de savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent effectivement des islamistes ou est-ce qu'ils ne viennent pas du pouvoir? Nous, on a été à Londres la semaine dernière dans une mosquée proche du GIA, à Finsbury Park, dont le dirigeant, le cheikh, publie régulièrement des communiqués islamistes. C'était l'émeute, c'est-à-dire que les fidèles de la mosquée, qui sont des islamistes algériens, étaient furieux contre le cheikh et lui disaient « mais arrête de publier ces communiqués, c'est bidon, ça fait 2 ans qu'on te le dit, c'est des manipulations de la sécurité militaire » et ils voulaient l'arracher de sa chaise et l'empêcher de faire la prière. Donc ce qu'on peut dire au moins, c'est que ces communiqués GIA sont très contestés auprès des islamistes réfugiés à l'étranger. Mais c'est quand même énorme, c'est peut-être toi aussi qui te fais manipuler. C'est possible, c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, avec l'Algérie, c'est tellement compliqué qu'on a du mal à recouper les informations. Ce que je peux te dire, c'est des témoignages comme ça, on n'en a pas eu que 2, on en a eu une dizaine en un mois. Et que quand on appelle Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme, ils nous disent que les mêmes genres de témoignages leur parviennent, que l'armée est très présente aux portes des villages au moment des massacres. Donc il faut une enquête internationale. Voilà, la question c'est est-ce que ça ne justifie pas une enquête internationale indépendante en Algérie en ce moment? Ok, merci Jean-Baptiste.